bonsoir à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Éric Viennot, je vais vous parler des jeux dans l'espace réel. On a commencé déjà à en parler dans les précédentes conférences. Alors, en quelques mots, qui suis-je? Je suis un créateur de jeux. Comme vous le voyez, je ne suis pas tout jeune, donc j'ai, comme Nicolas, été parmi les pionniers du jeu vidéo en France. Et j'ai, je crois, vendu plus de 8 millions de jeux, ce qui ne fait pas de moi quelqu'un de riche, malheureusement, parce que dans le jeu vidéo, il n'y a pas vraiment de droit d'auteur. Et puis dans le jeu vidéo, on a surtout un gros problème, c'est que les durées de vie des jeux sont courtes. Quelqu'un qui fait un film, encore 30 ans plus tard, il peut encore toucher des droits. Quelqu'un qui fait un jeu comme moi, comme l'Oncle Ernest, qui est sorti, les aventures de l'Oncle Ernest sont sorties il y a 20 ans, je ne touche malheureusement plus grand-chose, même si les jeux ont eu quand même une certaine durée de vie. Voilà. Alors, en général, quand je prends un taxi, je dis que je suis game designer. Les chauffeurs de taxi me disent ah, c'est génial comme job. Et quel genre alors, c'est vous qui avez fait FIFA? Je dis non, c'est pas moi. Et puis, je commence à parler des jeux que j'ai faits. Donc, l'Oncle Ernest, In Memoriam, les jeux dont je suis le plus fier, Expérience 112, Ray Johnson, bon, ils ne connaissent pas. Par contre, en général, quand je dis Alexandra Lederman, la collection Alexandra Lederman, sortie chez Ubisoft, alors là, évidemment, ils sont... en général, ils connaissent, leur fille a joué, ils appellent parfois même leur fille pour dire « Tu sais qui aujourd'hui j'ai dans mon taxi le créateur d'Alexandra Lederman ». Voilà, donc comme quoi, on peut parfois faire des succès dont on n'est pas forcément les plus fiers, mais qui sont des succès dont je suis aujourd'hui très fier. J'arrive pas à m'en sortir là. Bon, on coupera au montage. Alors, depuis quelques années, j'ai aussi une autre activité. Moi, j'ai toujours été un chercheur et une sorte d'aventurier du jeu vidéo. J'ai toujours été un peu à la périphérie de plein d'expériences. Et j'ai créé il y a 3 ans au sein de The Camp, qui est un campus qui a été créé il y a 2 ans à Aix-en-Provence, un campus dédié donc à la transformation digitale et puis au futur. J'ai créé une sorte de résidence créative qui accueille des jeunes du monde entier et très inspirée par l'Engmin, dont peut-être tout à l'heure Stéphane Latkin nous parlera. L'Engmin, donc l'école nationale du jeu vidéo, qui fait travailler justement des jeunes de différentes disciplines. Le jeu vidéo est une des rares industries qui fait travailler à la fois des artistes d'un côté et des ingénieurs de l'autre. Et sur ce modèle-là, en élargissant aussi à des designers d'objets, de volumes, des architectes, des artistes numériques, etc., on a créé donc une résidence qui accueille ces jeunes et qui vont développer pendant 6 mois des projets, alors qui sont des jeux, certains font des jeux, mais tous ces projets ont une vocation environnementale, sociale. On essaie justement, à travers ces créations, de changer le monde en mieux. Voilà. Alors, pour en revenir au sujet des jeux dans le réel, il y a eu, on en a déjà parlé, il y a 3 ans, donc un phénomène mondial dont vous avez forcément entendu parler, vous avez sans doute peut-être joué, à Pokémon Go. Pokémon Go a évidemment changé la donne parce qu'il a permis de montrer aux gens qu'on pouvait jouer en dehors de chez soi, dans la rue, dans les villes, et qu'on pouvait créer des expériences de jeu qui pouvaient même avoir une vocation parfois utilitaire, culturelle, même si dans Pokémon Go c'était très très limité. Pokémon Go, les gens disaient bah, c'est bien, pour une fois les joueurs ils vont courir et ça leur fait faire du sport, donc c'est cool. Mais il faut savoir que bien avant Pokémon Go, il y a eu déjà des expériences. Donc en 2012, le studio Niantic, qui est à l'origine de Pokémon Go, avait créé un jeu qui s'appelle Ingress, qui était un peu construit sur les mêmes mécaniques de jeu. À l'époque, ils n'avaient pas évidemment la marque Pokémon, donc le jeu a évidemment moins bien marché, mais déjà les bases de Pokémon Go étaient là. À la même période, j'ai créé un jeu qui s'appelle Altminds, qui mélangeait en fait, moi je dis depuis 10 ans d'ailleurs, que le jeu vidéo, la télé-réalité et les séries vont se mélanger pour créer des expériences à la fois de jeu et des expériences d'histoire interactive ou participative. Je crois beaucoup à cette rencontre entre les médias.
Et Altman, c'était un peu ça. C'était vraiment un mixte entre une série, une web série qu'on pouvait regarder, mais on pouvait aussi participer en jouant. Et autour de ça, c'est créer une communauté. Et dans ce genre de jeu, effectivement, l'aspect communautaire est extrêmement important. Mais si on remonte plus loin, on a des alternate reality games, des ARG, comme on dit dans le monde des spécialistes, qui existent depuis déjà le milieu des années 2000. Et donc j'avais créé, encore une fois chez Ubisoft, et avec le soutien d'Ubisoft, In Memoriam, qui est un jeu qui a fait sensation, puisque c'était un des premiers jeux où, pour la première fois, vous ne jouiez pas un avatar, comme dans tous les jeux, où vous rentrez dans un univers virtuel, mais vous jouiez votre propre rôle dans votre réalité. C'est-à-dire que vous receviez des emails, des SMS, et vous étiez vous-même enquêteur, chargé d'enquêter sur les traces d'un tueur en série. Donc c'est un jeu qui a fait beaucoup parler de lui et qui a ensuite donné lieu à d'autres expériences. On a travaillé par la suite pour des producteurs de séries. On a fait adapter la série Braco en ARG. Et puis récemment, j'ai travaillé, puisque je vis à Marseille, pour Plus belle la vie. Et donc on a fait un ARG dans la ville de Marseille, où vous avez la possibilité, grâce à votre smartphone, grâce à la géolocalisation, d'aller dans certains endroits, chercher des indices, d'être vous-même enquêteur et de rentrer donc dans une histoire dont vous êtes en quelque sorte le héros en dialoguant avec les personnages de la série. On a vraiment besoin de votre aide et l'appli va nous permettre de rester en contact. Voilà, ce sont des jeux maintenant qui se multiplient puisque les villes, les régions, les musées, les monuments s'intéressent de plus en plus aux jeux vidéo et s'aperçoivent donc que les jeux peuvent non seulement permettre aux visiteurs d'avoir une façon de visiter qui est beaucoup plus ludique, notamment pour les enfants, mais aussi permettre d'engager des joueurs pour, par exemple, quand vous êtes les musées nationaux, vous dirigez un certain nombre de monuments, enfin le Centre des monuments nationaux, vous dirigez un certain nombre de monuments en France. Vous avez des monuments dans lesquels les gens viennent spontanément, l'Arc de Triomphe, le Mont Saint-Michel, et puis il y a des monuments dans lesquels il est plus difficile de faire venir du monde. Donc ils se sont dit, si on crée des mécaniques de jeu qui permettent aux visiteurs d'un lieu d'aller dans un autre lieu pas très loin, on sera évidemment gagnant, donc on va essayer peut-être de mettre en place ce genre de dispositif. C'est exactement ce que m'ont demandé de faire. Alors je passe je passe un peu plus loin. Ce que m'a demandé de faire le département de l'Aude. Depuis 3 ans, j'ai travaillé avec eux pour... Alors le département de l'Aude, c'est le pays Qatar, à ne pas confondre avec le PSG. Le pays Qatar, c'est la religion Qatar qui a émergé au XIIe et XIIIe siècle dans cette région. Et ils en ont des vestiges extrêmement intéressants, puisqu'on a des ruines de châteaux, ce qu'on appelle les forteresses du vertige dans les contreforts des Pyrénées. On a évidemment la cité de Carcassonne. La cité de Carcassonne, pour vous donner un ordre d'idée, elle accueille chaque année à peu près 2 millions de visiteurs. Il se trouve que les gens viennent, ils rentrent, et puis ils ressortent au bout de 2 heures. Et ils retournent à la plage. Et donc ils se sont dit... ces 2 millions de visiteurs, si on peut en capter quelques-uns pour les emmener dans les autres châteaux ou les abbayes,
on aura tout gagné. Donc l'idée aussi de créer un jeu qui permet à des joueurs qui rentrent dans la cité, et notamment à des enfants, d'inciter ensuite leurs parents d'aller dans le château à côté pour gagner des points, pour collecter des objets, etc. Ce sera tout gagné. Donc il a fallu que je me batte quand même pendant quelques temps pour essayer de les convaincre de faire un jeu. J'ai travaillé avec des historiens, des gens qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là, avec des documentalistes, avec des scientifiques. Et on a travaillé donc avec le studio Small Bang pour arriver finalement à un jeu qui s'appelle Castrum, qui est un jeu de collection, où les joueurs peuvent déjà démarrer le jeu à distance, c'est-à-dire qu'ils peuvent jouer n'importe où dans le monde, commencer à crafter des objets, à composer à faire des compositions d'objets pour leur collection. Et puis, à un moment, on va les inciter à venir dans la région où, évidemment, ils pourront trouver des objets rares pour leur collection qui ne peuvent être trouvés qu'en se rendant dans le pays Qatar. Voilà, donc c'est un jeu qui est sorti l'été dernier. On a eu 10 000 téléchargements, alors c'est peu, mais on voit quand même que des régions, des villes s'intéressent de plus en plus à ce genre de dispositif. Il faut dire que le département a créé aussi une application qui est un guide de voyage en parallèle du jeu, et ils ont mis énormément d'argent dans ce dispositif. Donc on voit arriver, et je dis souvent aux jeunes game designers, aux gens de l'Engmin, peut-être que vous travaillerez dans 10 ans dans d'autres domaines que celui de l'industrie même des jeux vidéo. Vous travaillerez peut-être dans le domaine de la santé, vous travaillerez peut-être dans le domaine du tourisme, ou peut-être dans d'autres domaines. Alors pour revenir sur la santé, justement, et les escape games, donc rien à voir avec la santé, je me mélange un peu, mais les escape games, donc on a vu depuis 10 ans arriver cette catégorie de jeux dans l'espace réel. Aujourd'hui, je crois que tout à l'heure, Déborah va en parler, on a en plus du décorum, des objets qui sont à disposition des joueurs, la possibilité de mettre des casques donc de VR, et donc de pouvoir avoir une dimension supplémentaire, et d'avoir maintenant des expériences qu'on va pouvoir jouer à plusieurs en VR, donc une sorte de mix reality entre le jeu, la VR et l'escape game. Donc on va voir arriver, et on voit déjà, moi j'ai testé des expériences en full VR, c'est-à-dire on est vraiment en entier, on se voit et on voit les gens avec qui on joue dans un espace complètement virtuel où on peut affronter des monstres qui font 10 mètres de haut, et c'est quelque chose qui va évidemment arriver dans les mois et les années qui vont venir. Donc sur le modèle de l'escape game, j'ai participé à la création d'une salle sportive complètement gamifiée qui s'appelle Escape to Mars. C'est un peu le même principe qu'un escape game. Vous allez rentrer dans une salle de gym, vous allez avoir un écran sur lequel vous allez pouvoir interagir, et dans cet écran, on vous explique, donc vous rentrez en équipe, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en équipe, et quand vous arrivez devant cet écran, on vous explique que vous êtes dans un vaisseau spatial qui se dirige vers Mars, et qu'il faut, pour arriver à survivre sur la planète Mars, emmagasiner suffisamment d'énergie, donc créer de l'énergie, pendant à peu près 1 heure. Donc vous allez en équipe passer sur des différents agrès. Donc là on retrouve les principes d'une salle de gym, mais tout est gamifié, tout est connecté, c'est-à-dire que tous ces agrès sont connectés, on est capable de mesurer la force que vous allez employer quand vous allez faire du vélo, du rameur, etc., ou de la boxe. Et puis donc tout ça est gamifié, c'est-à-dire qu'à un moment il y a même des options stratégiques que vous pouvez faire au sein de chaque équipe. Et si vous réussissez, donc vous allez avoir un score, et puis vous allez pouvoir comparer votre score avec le score d'autres équipes. On a d'ailleurs fait venir une équipe de super sportifs qui a évidemment pulvérisé les scores de la salle. Donc voilà par exemple un autre
c'est Moment Factory. Là, je n'ai pas participé, mais je voulais vraiment vous le montrer, parce que c'est un studio qui est canadien, qui crée des expériences vraiment intéressantes en mélangeant justement, surtout lors de concerts ou d'événements, des technologies, la gamification, et des choses extrêmement poétiques et créatives qui forment des univers assez féeriques. Alors j'ai créé également à The Camp, là on parlait tout à l'heure de réalité augmentée, une façon, vous savez, quand on va dans un lieu, en général, on laisse une trace à travers un livre d'or. Et puis il n'y a rien de plus chiant que d'aller signer un livre d'or. Et en fait, je me suis dit comment à The Camp on pourrait faire un livre d'or, mais interactif, ludique et poétique. Et donc on a créé avec le studio NED, qui est à Montpellier, l'Arbre des Inspirations, qui est une œuvre, ça a été une des premières œuvres en réalité augmentée d'une grande dimension, parce qu'on a été parmi les tout premiers à utiliser l'ARKit d'Apple quand il est sorti. Et l'Arbre des Inspirations va permettre aux gens qui viennent à The Camp de pouvoir interagir avec des petites créatures qui s'appellent les imagos, ces petites créatures volantes qui sont dans cet arbre. Et ces créatures vous invitent à laisser une trace en vous demandant quelle est l'œuvre ou quel est le film, quelle est l'œuvre en général, le film, le roman que vous avez envie de partager. Donc cette trace que vous avez envie de laisser et qui vous a inspiré, qui vous a parfois même changé votre vision du monde. Et donc vous pouvez comme ça consulter, quand vous venez, en cliquant sur les imagos, vous pouvez consulter, soit par hasard, soit avec un petit moteur de recherche, les œuvres qui ont inspiré donc les gens qui sont venus à The Camp. Et donc on a comme ça Cédric Villani, des ministres, des artistes qui sont venus et qui ont laissé leurs traces à travers une œuvre extrêmement ludique. Ça m'a permis d'ailleurs de dire à un ministre, vous avez de jolies palmes, monsieur le ministre. Vous voyez, l'arbre fait plus d'une dizaine de mètres de haut, une quinzaine de mètres de large. Vous y avez accès sur une tablette ou sur smartphone. Vous allez viser pour choisir une créature ou alors regarder, observer les créatures qui ont des gens qui ont laissé leur trace sous la forme de ces avatars. Les petites créatures bleues, c'est celles qui vous attendent et on a un moteur aléatoire qui génère en temps réel des tas de formes différentes. Donc il y a très peu d'imagos qui se ressemblent parce que les couleurs, les formes changent. Voilà, donc voilà une utilisation de la réalité augmentée qui permet de créer justement aussi une communauté, de fédérer des communautés autour d'un lieu en l'occurrence. Alors là, ça n'a rien à voir, mais c'est toujours dans le domaine du gaming. On est venu me chercher en tant que game designer pour créer un film interactif. Alors, ce n'est pas un film porno, bien que l'affiche pourrait le laisser croire. Ça s'appelle Pilule Alpha, c'est une comédie burlesque. Et en fait, cette comédie burlesque a été présentée à Cannes en 2016. Vous avez ici la première à Cannes, dans une salle où on invitait donc les gens à venir avec leur portable. D'habitude, on vous dit éteignez vos portables dans une salle de cinéma. Là, au contraire, on vous dit allumez vos portables et chargez l'application. Et en fait, vous regardez le film et quand vous allez regarder le film, les personnages, à certains moments, vous allez devoir faire des choix en temps réel. Et ces choix vont évidemment changer le cours de l'histoire pour arriver à 7 fins différentes. Alors, ce qui est marrant, c'est que c'est à la majorité de la salle, c'est-à-dire si vous revenez une nouvelle fois dans la même salle, avec d'autres gens, vous aurez peut-être une histoire différente et une fin différente. Donc c'est assez rigolo. Évidemment, ça vous rappelle, pour ceux qui regardent Netflix, la série Black Mirror, qui il y a un an à peu près, qui a sorti sur le même principe, ce genre de film interactif qu'on va voir évidemment de plus en plus se diversifier. Et ce qui est marrant, c'est que nous, dans le jeu vidéo, on travaille sur ces concepts d'histoire interactive déjà depuis pas mal de temps. Et on voit donc l'influence qu'ont les jeux aujourd'hui dans le cinéma, les séries, avec ce genre de nouveaux formats qui apparaissent. Voilà, j'ai fait court, mais je pense que vous êtes un peu fatigués, donc
je serais très heureux de répondre à vos questions tout à l'heure.